Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, HYM.media, Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Samuel Hannibal. Samuel, bonjour à toi. Salut à toi. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission, Samuel. Plaisir partagé. Eh ben écoute, d'autant plus que c'est une rencontre avant tout humaine que de faire cette interview et de ce que j'ai pu ressentir de toi, c'est un plaisir de voir, j'allais dire, la jeune génération, de voir comment elle est bien lotie et qu'elle nous laisse entrevoir des beaux jours sur cette terre. En l'occurrence, Samuel, tu nous viens de Nantes, où tu as grandi dans la région parisienne, tu es clairvoyant. Et d'autres choses qui tournent autour de l'agriculture, pas mariculture exactement, mais on va voir ça. Les esprits de la nature sont très présents, on va dire, avec toi. Je donne tout de suite, pour ceux et celles d'entre vous qui se posent la question, www.samuel-toutattaché.com. Samuel, S-A-M-U-E-L, tout attaché avec Hannibal, H-A-2-N-I-B-A-L. Samuel Hannibal, tout attaché en un mot.com. Samuel, avant d'aborder la clairvoyance, comment ça fonctionne, pour toi en tout cas, et de nous expliquer comment tu peux aider ceux et celles qui viennent te voir, de nous expliquer un petit peu ton parcours de vie durant une première partie d'émission, de façon à comprendre comment on en vient, à l'âge que tu as de surcroît, 32 ans, à vouloir aider les autres, puisque tu es thérapeute. Enfin, qualifié comme tel, c'est un grand mot. Donc, on peut essayer peut-être de décrire un petit peu l'ambiance familiale, l'atmosphère dans laquelle tu as grandi, pour savoir quels ont été les repères importants pour toi, les morales, les idées peut-être d'ordre spirituel ou voire matériel. Qu'est-ce qui était important ? Qu'est-ce qui t'a été transmis par tes parents, ta famille ? Je vis dans une famille où papa est absent. Papa est en Guyane et est séparé de maman. Très tôt donc ? Donc très tôt, dès l'âge de... lorsque j'ai eu 1 an, il est parti. D'accord. Donc j'ai pas vécu, j'ai jamais vu mes 2 parents ensemble dans la même pièce avant d'avoir une vingtaine d'années en fait. Ah ouais. J'ai vu ça qu'une fois dans ma vie, donc c'était assez... waouh. Je comprends. Inédit. Et donc je vis avec ma mère et mon grand frère du coup. Ma mère est fonctionnaire, donc une vie tout à fait banale, sauf que derrière les apparences, comme on en a discuté pendant le repas, ma mère est médium naturellement en fait, sans avoir jamais voulu développer quoi que ce soit. Donc elle fait des rêves prémonitoires, elle a de l'intuition et elle tire les cartes tarot de Marseille. Sachant qu'elle était gardienne de la paix. Donc sachant qu'elle était gardienne de la paix à la base et que maintenant elle est naturopathe et médium. Donc elle a opéré à partir de sa retraite d'énormes transformations. Mon père, lui, je ne le savais pas jusqu'à il y a très très peu de temps, mais est très versé dans les plantes. Donc il sait se préparer des décoctions pour soigner. Je lui en parlerai, je lui en demanderai bien vite, bientôt, je pense. Alors, petit détail, c'est que pour le coup, donc, ton père est en Guadeloupe, Guyane, a été comptable. Oui. Donc à la retraite, et puis on va dire un terreau fertile à s'intéresser, à s'occuper de tout ce qui a trait aux plantes, à faire soi-même ses propres décoctions, totalement, etc. Ouais. Quelles ont été donc les valeurs, pourrait-on dire, qui ont été transmises par ta mère ? Ma mère est très croyante. Déjà, elle m'a toujours dit de suivre mon cœur. À mon frère et moi, elle nous a toujours dit une seule chose. C'est suivre votre cœur. C'est le seul vraiment conseil spirituel qu'elle nous a transmis, c'était ça. Donc, et qu'on avait de l'intuition. Mais voilà, donc c'est vraiment, elle nous a rabâché ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me reste énormément en tête encore aujourd'hui. Et sinon, elle me racontait ses expériences qu'elle vivait. Expériences avec des esprits humains, des défunts, rêves prémonitoires, etc., etc. Donc pour moi, dans la tête d'un gosse de 8, 9, 10 ans, c'est normal que ce genre de monde existe. Donc, sinon, à part ça, j'ai eu une enfance tout à fait normale et banale, dans le sens où je ne me suis pas senti spécial, je n'en parlais pas, mais j'avais des expériences quand même de sortie astrale pendant mes rêves. Je captais les gens très profondément, j'avais une vie intérieure très très riche, mais avec une incapacité, une très forte difficulté à en parler, à être à l'aise dans l'expression à l'autre.
Donc c'est quelque chose que j'ai travaillé à partir de mes 20 ans et que je continue et que je continue à travailler encore aujourd'hui. Mais ça a été vraiment un monde intérieur très très riche. Je captais les gens. Et j'avais une très forte tension qui faisait que j'avais une grande sensibilité que j'ai toujours, mais qui s'exprimait de manière très très forte dans la nervosité et un besoin de bouger énorme. Et qui au fur et à mesure, à l'adolescence, ça s'est inversé. Le feu que j'avais à l'extérieur s'est enfermé à l'intérieur. Et petit à petit, j'ai vraiment tout renfermé. Jusqu'à ce que je commence mon chemin à l'âge de 20 ans. Et que je commence petit à petit à déverrouiller en fait les cadenas qui enfermaient ce feu. Et du coup, maintenant j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai accès à ce feu, mais qu'il est beaucoup plus maîtrisé qu'avant. J'y ai accès, mais il ne part pas dans tous les sens comme un feu d'artifice. Est-ce que tu savais ce que tu voulais être ou faire plus tard? Donc ça implique par rapport à tes études, est-ce que ça a été choisi ou est-ce que tu t'es laissé porter? Alors très tôt, vers l'âge de 10-12 ans, je savais que je voulais travailler en forêt. Je ne savais pas ce que je voulais y faire, mais ça a été une évidence que j'ai balancée à table avec mon beau-père un jour. C'est « Ah tiens, je veux travailler en forêt. Je veux être avec les arbres et les plantes. » C'était clair. Mais après, plus que ça, après je suis tombé dans les geekeries et autres PC et j'ai oublié ça. Mais effectivement, j'avais eu cette prémonition, cette prescience, cette évidence que c'était clair que mon destin, en quelque sorte, mon chemin de vie était lié au monde végétal, ça c'est clair. Donc tu as fait tes études alors est-ce que tu as fait des études supérieures? Est-ce que tu as été jusqu'au bac? Ou est-ce que tu t'es formé spécifiquement dans un domaine, genre BEP, CAP, BTS? J'ai effectivement, après le collège, je me suis orienté plus de force que de gré, comme on dit, vers le commerce, sachant que moi je voulais travailler, je voulais être artiste à la base. J'avais été accepté à l'école des Gobelins, mais il me manquait un... Déjà pour y rentrer, voilà. passer les concours, chapeau. Mais il s'est passé quelque chose, c'était une filière où il y avait autant de l'art que de l'imprimerie ou quelque chose comme ça. Et moi après je voulais aller dans 100% de l'art, mais j'ai pas trouvé de patron parce que c'était en alternance uniquement. Et finalement, mon deuxième choix c'était commerce. Donc je suis débarqué en commerce. T'as été jusqu'au bout, BTS? J'ai été jusqu'au bac. J'ai fait un bac pro commerce. Et après, je me suis orienté vers le japonais. Donc j'ai fait une licence de japonais pendant... Moi, je faisais un peu comme je le voulais, parce que moi, les règles, c'est pas non plus très évident. Mais en gros, j'ai fait une licence, mais j'ai aussi pris des cours de master. Je savais très bien que j'allais jamais travailler dans l'interprétariat ou la traduction, que je voulais pas faire de commerce. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que j'allais pas faire ça de ma vie. Donc je validais pas mes examens en fait. J'allais, je les faisais, je travaillais pour, mais comme je savais que ma vie allait pas être là-dedans, je mettais pas mon numéro d'étudiant, ce qui était éliminatoire, et donc Ah oui, carrément. Ouais, j'ai la tête dure. On peut dire ça comme ça, mais en fait je savais, je pourrais pas dire comment, pourquoi, t'établir toute une théorie, mais je savais que je n'irais pas là-dedans. Alors, tu nous parles du japonais. Oui. Ça a été un amour. Tu parlais d'être un geek en informatique. Ouais. Et en même temps, les geeks, l'empreinte du Japon, avec les jeux vidéo, entre autres, est omniprésente, sans compter le dessin, puisque tu nous parlais des Gobelins, le dessin animé, les mangas. Voilà, le Japon est plus que reconnu, depuis l'époque de Claude Monet, comme étant un pays avec une culture en rapport avec l'art graphique qui est omniprésent et très doué pour nous donner de superbes dessins animés, au même titre que notamment des jeux vidéo. Donc est-ce que le fait de vouloir apprendre la langue, le japonais, en fac, est-ce que c'était un désir peut-être, parce que tu nous dis être linguiste, ça t'intéressait pas, mais est-ce que c'était une manière de reconnecter, je veux dire, cette culture au sens large, ou est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais de ce pays, de cette culture? Alors j'avais aucune idée de ce que je projetais rien. C'était je m'intéressais, j'étais fan de manga depuis l'âge de 10 ans, c'était jeune. J'étais le premier type dans le collège à ramener un manga
J'étais vu comme un extraterrestre. Donc j'étais fan de manga avec mon grand frère, donc on en achetait, etc., etc. Et petit à petit, vers 17 ans, 18 ans, ça s'est atténué. Et quand j'ai passé après le bac, quand je l'ai eu, bah, j'étais toujours fan, mais c'était plus compulsif quelque part. J'étais plus à fond dedans, j'étais plus geek. Mais je savais depuis l'enfance, j'avais des affinités avec les arts martiaux, l'Asie. Donc il y avait quelque chose, une sorte d'empreinte en moi. J'avais déjà fait du tai chi, etc., etc. C'était quelque chose qui était bien présent, sans trop savoir pourquoi. Et comme je voulais ni aller en BTS, ni aller travailler, parce que j'avais à peine 20 ans et je me voyais pas dans le monde du travail, en fait, bah, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une école, quelque chose pour apprendre le japonais. Je suis tombé rapidement sur la fac, sur l'université l'INALCO, où j'ai passé du coup 5 ans de ma vie. Et ça a été un coup de poker énorme, parce que je vois que j'ai eu la bonne intuition, parce qu'en fait, très rapidement, quelques semaines après le début des cours, j'étais passionné. J'étais passionné par ça. Donc je suis tombé littéralement amoureux de cette langue. Plus de la langue, la culture, j'ai touché la culture à travers la langue. Et le japonais, c'est juste... c'est à l'envers. C'est une culture totalement... C'est des extraterrestres, en fait, quelque part. Et c'est pareil de l'autre côté. Par rapport au mode occidental, ouais, c'est sûr. Ouais. Par exemple, le verbe est à la fin. Donc, tu lises de haut en bas. Et il peut lire de haut en bas et autant de droite à gauche. Il y a un système de politesse qui est étagé. Ici, il y a le tu et le vous. Et donc, tu imagines que le tu et le vous, mais il y a 5-6 étages entre le tu et le vous. Et donc ça nécessite, pour un étranger, c'est pas facile subtil. Au départ, c'est très subtil. Mais c'est ça qui fait la richesse de la langue et c'est ça que je kiffe. Et tu pars là-bas? Et je pars là-bas 1 an. C'est énorme ça quand même. Ouais. Parce que déjà, on peut se demander, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui sont comme toi, qui rêvent du Japon ou qui adorent le Japon. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont amour pour ce pays-là notamment, ou l'Asie au sens large. Or, vivre au Japon, ça coûte très très cher. Donc, quelle astuce as-tu trouvé pour rester quasiment 1 an là-bas? Comment vivre? C'est simple. Comme pendant mes études à la fac, j'avais trouvé un boulot dans un Franprix. Donc j'économisais une bonne partie, comme je savais pertinemment que je voulais absolument, c'était mon rêve. Et je vivais en colocation avec mon frère à ce moment-là, donc je pouvais économiser une partie, etc. J'ai économisé 6 000 € en 3 ans. Donc j'avais mon gros pactole et j'avais 1 an pour le dépenser en fait, moins le prix des billets, mais j'avais pris un billet à 400 balles, allez, simple. Là-bas j'ai fait du woofing en fait, tout simplement. Comme j'étais très attiré par les plantes, je m'étais initié à la permaculture depuis que j'avais 20 ans. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, en fait, ça a été je travaille sur moi, je découvre la permaculture, je suis sidéré par c'est quoi ce truc, quoi, cette notion, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais waouh, la permaculture, et donc je plonge dedans. J'adore plonger dans des sujets, je connais pas beaucoup de sujets, mais j'y vais à fond. Pareil pour le japonais, pareil pour le travail sur soi et pareil pour la permaculture, vraiment les 3 sujets de ma vie, je pense. Alors la permaculture, avant de parler du Japon et du woofing, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le woofing, donc tu vas avoir l'occasion de nous expliquer. Mais revenons sur la permaculture, parce que c'est en même temps ce que tu proposes comme type d'accompagnement, on va voir plus en détail par la suite. La permaculture, quand tu dis que tu t'y formes, c'est sous quel biais, à travers quel filtre Des livres. À l'époque, c'était, j'ai 32 ans, ça fait 12 ans maintenant. C'était peut-être en 2008 d'ailleurs. 2007, 2008, 2009. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages à cette époque-là, encore moins de forums ou de sites internet ou de vidéos. Je me souviens d'un forum, Brin de Paille, qui, ça faisait pas longtemps que c'était là, donc il n'y avait pas beaucoup. Mais il y avait quand même des ressources francophones, comme je lisais pas l'anglais en tout cas à l'époque. Et donc toute ressource est bonne à prendre. Que ce soit des blogs, que ce soit parce que moi à l'époque je voulais monter ma ferme. Plus tard, il y avait cette notion d'autonomie, de résilience alimentaire, de résilience énergétique. Et ça te manquait pas le fait d'avoir juste le filtre des livres et de ne pas passer peut-être à l'expérience ou à l'expérimentation? C'est justement, je m'en contentais à cette époque-là. Je ressentais pas un besoin d'aller vers directement la pratique. D'accord. Mais j'ai passé du coup
5 années à me renseigner autant sur comment construire une maison passive, bioclimatique. Enfin, je me suis renseigné sur plein de sujets liés à comment être résilient et comment être interdépendant, matériellement au quotidien. Et ça m'a passionné, vraiment passionné. Et du coup, permaculture... Alors le woofing... Oui, et donc le woofing, pour parler de ce que c'est, le woofing, ça permet à tout à chacun qui le veut dans quasiment tous les pays du monde, en fait, du Japon au Laos, à la Thaïlande, en passant par les États-Unis et l'Europe, d'aller dans des fermes et en échange du gîte et du couvert, tu aides aux travaux de la ferme. C'est simple. Pas plus, pas moins. Et moi, mon objectif en allant au Japon, c'était à la fois d'allier ma passion du Japon et ma passion pour la permaculture. Et donc de trouver là-bas une ferme où je puisse rester assez longtemps pour que j'applique et que je fasse ce qu'on appelle un design permaculturel. Et donc que je design une ferme, que ce soit sur le papier ou en vrai avec les gens. Et c'était ça mon but. Alors, est-ce que tu as trouvé une ferme? Est-ce que tu en as trouvé plusieurs? Est-ce que tu as eu l'occasion Parce que, est-ce qu'il existe, par exemple, du woofing, mais sur des projets qui sont l'agriculture, on va dire, classique, donc avec des intrants chimiques, non. etc. Non. Quand on parle de woofing, c'est forcément éco à des alternatives. Bio au minimum, en fait. D'accord. Okay. C'est bio, tu verras jamais un mec en chimique, en perma, en woofing. D'accord. Donc tu étais quasiment sûr de trouver, on va dire, des bonnes écoles pour mettre les mains dans la terre et d'expérimenter. Et moi, je m'étais renseigné sur les expériences d'expatriés au Japon qui avaient fait du woofing, et j'avais beaucoup lu sur des gens des fermiers qui abusaient, qui avaient 10-15 woofers, c'était plus des ouvriers déguisés que des... Et donc je m'étais dit, ok, je cherche du familial, je cherche du à taille humaine. Parce que moi je voulais mon expérience parler japonais. Ouais. Je voulais pas ni français ni anglais, j'oubliais ma langue natale, en fait. Ouais, tu voulais une totale immersion. Ouais, clairement, c'était mon rêve. Même maintenant, ça m'anime quand j'en parle, donc... c'est quelque chose que j'aimerais toujours. Donc, Alors, est-ce que tu as trouvé une ou des familles? Alors, j'ai eu plusieurs familles. Alors, en permaculture, j'ai trouvé une ferme où je suis resté 6 mois. Et sinon, avant ça, j'ai été dans 5 autres fermes différentes. Et je restais à peu près 1 mois. Ça dépendait 3 semaines, 1 mois et demi parfois, sur chaque ferme, parce que je voulais vraiment... C'était du partage pour moi. J'étais là pour apprendre et savoir est-ce que le métier de fermier, de paysan, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, est-ce que ça allait me plaire? Parce que c'est bien sur le papier, c'est cool la permaculture, mais quand t'es en plein Osaka, dans la banlieue d'Osaka en hiver, en plein mois de janvier, à déterrer des gros radis blancs dans la terre gelée, il faut aimer. C'est sûr. Là pour le coup, l'expérience te permet de réaliser beaucoup de choses. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir de toi-même à travers cette expérience-là et ton lien à la terre ou tout ce qui avait trait à cette fameuse résilience dont tu nous parles? Je me suis aperçu que je tenais le choc malgré pas les pires traitements, mais la vie rude de la ferme, à se lever à 5 heures, à aller travailler. Mais je me suis aperçu que j'aimais ça, que ça me faisait du bien. Parce que j'ai vraiment tout mis de côté, il n'y avait plus de spiritualité, plus de travail sur soi, plus de méditation. J'ai tout laissé parce que je voulais vivre une expérience authentique de rencontre à l'autre et de rencontre avec d'autres êtres humains, de pouvoir pratiquer la langue et en même temps de me voir, est-ce que je suis capable une fois en France, de faire ce métier-là en fait, de gérer, etc. Donc, alors ça c'était la deuxième partie, on a vu les langues, le Japon, on a vu la permaculture et le travail sur soi dont tu parles, où tu as commencé à 20 ans. Donc c'est, on va dire, un triptyque qui n'en forme qu'un au final. Donc qu'est-ce que tu entends par travail sur soi et qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans pour que tu te dises, tiens, je vais travailler sur moi? Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Ça dépend. C'est pour ça il faut revenir un peu 3 ans en arrière. À mes 17 ans, je commence mon propre chemin. Un camarade de Bac Pro Commerce me parle de télékinésie, donc le pouvoir, l'action de l'esprit sur la matière, et me dit tu vois, la télékinésie, si tu fais tomber un stylo, tu vas pouvoir le ramasser sans te baisser. Donc moi je me suis fait mais c'est génial, je vais pouvoir devenir un X-Men. Mais c'est clairement ça, c'était ma vie est pourrie, on me donne la porte d'entrée vers un monde magique,
Et comme maman me raconte ses expériences bizarres depuis que je suis tout petit, c'est normal. Je fais une parenthèse Ouais. par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu dis ma vie est pourrie, au regard de ce que tu nous as dit précédemment, une enfance super, une mère aimante, ouvert à des choses d'ordre spirituel, des études où ma foi vont t'amener vers le commerce, mais tu te trouves à sortir ton épingle du jeu, notamment avec le domaine artistique. Bref, on va dire que tu te laisses porter, tu as confiance en toi, tu suis ton cœur ou ton intuition, et rien nous laissait envisager que tu pensais avoir une vie pourrie. Donc quand tu nous dis là, sortir de ma vie pourrie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Où est-ce que tu trouvais que ta vie était pourrie? Déjà, j'avais pas confiance en moi. Je savais que, par exemple, pour parler spiritualité, je savais que tout ça existait, mais moi, me dire, avoir assez de confiance et d'aplomb pour dire oui, je suis capable, j'ai de l'intuition, c'était impossible, inimaginable pour moi à l'époque. J'avais du mal à m'exprimer, à exprimer mes émotions, à exprimer un avis, à agir. Donc pour moi, ma vie, elle n'était pas super à l'époque parce que j'étais enfermé. En fait, mon corps, c'était ma prison quelque part. Bon, je grossis le trait pour. Oui, bien sûr. Mais en gros, c'était, j'avais une idée en tête, j'avais du mal à la réaliser. Je voulais aller vers quelqu'un, j'avais des difficultés à y aller. Donc non, c'était pas. Tu te sentais limité à plein d'égards. Je me sentais limité. Donc j'avais trouvé cet échappatoire du paranormal, de la parapsychologie, voilà, avec la télékinésie et la télépathie. Enfin, je me suis dit bon allez, tant qu'à faire. Toutes les parapsies, toutes les sciences cognitives en lien avec l'esprit et sur la matière. Ouais, mais avec ça j'ai commencé à méditer par exemple. Et ça m'a fait du bien, mais j'allais pas plus loin que ça. Et ce qui s'est passé, donc j'ai fait ça pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans environ. Et juste avant mes 20 ans, je suis pas plus heureux dans ma vie en fait. J'ai ce constat-là un jour. C'est comme si ta voiture, tu l'as poussée, il n'y a plus d'essence et d'un coup, t'as beau tourner la clé, ça fonctionne plus. Et moi, ma vie fonctionnait plus. Je te pose une question qui pourrait paraître bateau, mais qui à mon sens a son importance. Entre 17 et 20 ans, donc... cette phase où tu as le sentiment que ta vie, ça va pas, que tu n'es pas heureux, que tu es enfermé dans ton corps, je trouve l'image très intéressante. On pourrait dire, mais c'est normal, il est adolescent. Et que peut-être, il y a maman qui est là, tu commences seulement à peut-être envisager de sortir du cocon familial. Ouais. Combien sont les adolescents qui sont heureux, que ça soit en rébellion, en révolte par rapport à papa, maman, la société, être bien dans son corps, qui se transforme, etc. Et même à 20 ans, on n'a pas fini de grandir, etc. Donc, bref. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ce mal-être, avec le recul, tu penses qu'il était dû à, d'une manière générale, ton âge, ta génération, ou alors est-ce que c'était quelque chose qui t'était particulier quand tu voyais tes autres copains, copines, amis qui avaient l'air d'aller bien? Je pense que c'est dû à mon parcours tout simplement et comment j'ai pris mon éducation, mon parcours, mon passé, etc. Quand je fais une rétrospective là-dessus maintenant, c'était autant de l'ordre de l'adolescence, de cette époque hautement transformatrice, mais de manière très violente parfois, mais autant j'ai pas envie de dire la destinée ou du chemin de vie, mais une piste qui s'offrait à moi à ce moment-là. Et comme je faisais rien de ma vie dans le sens, je sortais très peu, je faisais pas des booms ou des trucs comme ça. Le geek enfermé chez soi. J'étais très à l'intérieur avec mes mangas, ma vie familiale, 1 ou 2 amis que je jouais de temps en temps, mais c'était tout en fait. Puis j'allais jouer au basket, ou au ballon, ou au foot, des trucs comme ça, mais j'avais pas de... il manquait quelque chose à ma vie en fait, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant. Et ça a été un appel pour moi. Quand j'ai eu ce camarade de classe qui me parle de télékinésie, de parapsychologie, ça a été un trou noir qui m'a aspiré en fait. Je pouvais plus revenir en mode moldu. Est-ce qu'on peut dire que quand tu imagines être X-Men, ou alors il y a aussi beaucoup de mangas qui abordent tous les pouvoirs en lien avec la spiritualité, parapsie, etc. Est-ce que le fait d'y croire, était-ce dû déjà à ce que tu avais pu te montrer ou transmettre ta mère? Ou parce que concrètement, à part ce que tu avais pu voir de ta mère, quand tu regardais autour de toi les êtres humains,
est-ce que tu avais d'autres modèles ou exemples autres que le cinéma ou l'art BD, etc., qui puissent te montrer que ça existe, qu'on peut y arriver, etc. Non. Il y a vraiment ce que m'avait raconté ma mère, les mangas, parce que clairement j'étais passionné dedans, et oui, il y a des pouvoirs, il y a des trucs, et pour moi, à partir de là, j'y croyais. Si ma mère m'avait dit, si maman me l'avait dit, si je voyais bien qu'il y avait des forums qui en parlaient, il y avait mon camarade qui m'en avait parlé une fois, ça veut dire que ce qu'il y a dans les mangas, c'est peut-être pas con. Et donc je me suis mis tout bêtement à croire. Je me suis mis à croire, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Alors où ça t'a amené le fait de t'intéresser au parapsie? Ça m'a amené... Donc tu parlais de la méditation. Ça m'a amené à la méditation, qui a été vraiment un outil qui m'a du coup suivi jusqu'à mes 25 ans quand même. Ouais, 24, 25 ans à peu près, juste avant de partir au Japon. Et pendant tout ce temps, ouais, je méditais. C'était un besoin, surtout à partir de 20 ans. C'était on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de partage, etc. J'avais besoin de méditation. Qu'est-ce que ça t'apportait? Alors, ça m'apportait un bien-être. Je lâchais des trucs au niveau émotionnel, je ne comprenais pas. J'avais des compréhensions spontanées qui venaient sur des grandes lois de l'univers, je sais pas. Je comprenais rien, mais je savais que c'était ça. Et c'était une évidence totale. Ça m'amenait aussi à goûter aux énergies. Donc goûter les énergies, c'est que j'étais plus qu'un flot d'énergie. J'avais plus de corps. Bon, ça c'est la sensation au bout d'1h30, 2 heures de méditation. J'avais plus de corps. Donc c'était une sensation juste incroyable pour moi à l'époque. Ouais, t'étais plus enfermé. J'étais plus ouais, mais tu me m'ôtes les mots de la bouche. J'étais plus enfermé. J'étais une infinitude totale. J'étais waouh. Donc voilà, mais la notion de travail sur soi, entre 17 et 19 ans, non. Parce que moi, je voulais devenir un X-Men. Clairement, c'était... Puis, ça m'a amené aussi à mes premières rencontres sous le signe de la spiritualité, on va dire, sur... pas en vrai, parce que j'étais derrière un PC depuis mes 12 ans, très clairement, mais du coup, via des chats sur la spiritualité, sur la magie, enfin, voilà. J'y allais, et donc, avec des amis virtuels, on a créé notre propre chat. Et on était 5 personnes. En plus, ça s'est disparaître, hein, pas uniquement français, quoi. Ah non. Il y avait un musulman, un mystique chrétien, une sorcière québécoise, un mec d'Amérique du Sud et moi. Donc niveau parcours, vision du monde, on était totalement opposés, mais on était reliés par l'envie d'évoluer en fait. C'était vraiment... on avait nommé ce chat-là Étincelle. Alors, c'est intéressant que tu mentionnes ça. Donc, quelques temps après, donc, tu pars au Japon. J'aimerais saisir quel état d'esprit t'a permis de développer l'étude de la parapsie avec ses amis au niveau de l'international et le fait que tu partes là-bas, d'avoir expérimenté la méditation. Qu'est-ce que ça impliquait de l'être humain potentiel que tu étais, qui allait devenir? Où le manque de confiance en toi que tu avais étant jeune adolescent s'est-il déplacé vers quoi finalement, juste avant de partir au Japon? C'était quoi ce qui t'animait ou la vision que tu pouvais avoir de toi-même dans l'avenir? Juste avant de partir au Japon? Ouais. Donc je suis parti au Japon à 25-26 ans environ. Ouais. C'était de la curiosité. J'avais du coup, entre mes 20 ans et mes 25 ans, on va dire, j'étais toujours sur ce chat, j'ai travaillé sur mes rêves, parce que pendant 2 ans et demi, j'avais la mémoire absolue sur tous mes rêves. Je méditais avant de dormir, je me souvenais de 10 à 15 rêves par nuit, sans les écrire le lendemain. C'est comme si je te racontais ma journée d'hier, mais sauf que j'avais 10 vies parallèles différentes avec des entités énergétiques, avec d'autres réalités partagées avec d'autres personnes que je côtoyais dans ma vie de tous les jours. Enfin, des trucs... Voilà. Et plus, j'ai rencontré ma thérapeute énergétique, aussi clairvoyante. Alors là, c'est un moment important, je pense. Ouais. Parce que on a déjà parlé, mais la tentation est trop forte d'encore en parler pour les gens. C'est que
À l'époque, je jonglais, je faisais de la balle contact. C'est une balle transparente qu'on manipule et elle ne fait que toucher ton corps. C'est pour ça qu'on appelle ça la balle contact. Donc moi, dès que je suis dans le métro ou dans le RER, moi j'en fais. Donc les gens viennent me parler, ceux qui sont curieux. Donc je sors du travail dans le 17e et je rentre vers chez moi à Nanterre. Et cette fille vient me parler dans le métro, dans le RER, métro RER, je sais plus, bref. Et plus elle parle, par contre, il y a un truc de bizarre, mais en fait, il y a une densité dans ces mots que j'avais rencontrés chez personne auparavant. Et tout mon corps, toute mon intuition me crie « reste en contact avec elle ». Et c'était vraiment le seul message que j'avais de mon intuition, on va dire. Et donc, je prends son numéro, on s'échange, je la recontacte très peu de temps plus tard. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé des séances avec elle. Mais même la rencontre avec cette thérapeute, c'est pas moi qui me dis consciemment « ah, il faut que je travaille sur moi ». Non. Moi, je vivais ma vie, je suivais l'intuition parce que j'avais des preuves de plus en plus flagrantes que si je me fie à mon intuition, les choses se passent, même si je ne comprends pas mentalement. Donc je me suis dit, ok, du coup, c'est le modèle à appliquer parce qu'il fonctionne. Et à la base, ça part de « maman m'a dit », quand même. Donc ça part du cadre familial. Écoutez les mamans, ça sert de temps en temps, hein. Ça sert. Ouais. Mais passer par le fil de l'expérimentation, ouais, c'est viable pour moi. Donc, j'y vais. Et donc, s'ensuit avec cette thérapeute 3 ans à peu près, jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à ce que je parte au Japon. 3 ans de collaboration où c'est littéralement ma bouée de sauvetage. Parce que c'est la seule, comme elle est clairvoyante, c'est la seule capable d'aller voir ma structure et de me dire quand est-ce que je suis juste avec moi. Parce que moi, je suis incapable, je n'ai pas l'autonomie, je n'ai pas la maturité à l'époque pour le faire. Pour avoir la conscience, la présence d'esprit de dire ouais, non, en fait, je suis pas juste. Si je suis juste, si on enlève tous les termes compliqués, si je suis honnête avec moi-même, je suis pas juste là. Donc, ce qui est important, peut-être à ce moment-là de l'histoire, pour parler de cette thérapeute, c'est que tu nous dises qu'est-ce que tu comprenais de ce qu'était l'énergie, de ce que tu puisses nous dire quel lien tu faisais entre l'énergie peut-être et nos émotions, ou l'énergie et nos pensées, et de ce qu'elle t'a permis de saisir et de comprendre par rapport à ces trois états, on va dire, à savoir donc énergie, pensée, relation au corps ou aux émotions. Mmh. Comment s'est peut-être affinée ta compréhension avant de partir au Japon ? Mentalement, je comprenais pas grand-chose. Par contre, après 3 ans de session avec elle, je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond que mon corps, mes pensées, mes émotions, etc. Je le captais pas, mais elle pouvait le faire, elle le touchait. Quand elle allait modifier la structure, du coup, elle aimait en gros la mettre à jour. Il se passait des choses dans ma vie. J'avais des allègements, j'avais des nouvelles idées, je pouvais un peu plus acter les choses. Donc, je voyais bien le cause à effet, mais moi, c'était un angle mort total. C'était un flou, c'était un joli flou artistique, en fait. D'accord. Donc, oui. Avant le Japon, j'arrête de méditer. Pourquoi ? Je sais pas. C'est juste que c'était arrivé à son terme, comme on dit. Je sais qu'il y a de la structure qui existe. L'inconscient, comme j'ai travaillé sur mes rêves et que j'analysais mes rêves sur ce chat justement, l'inconscient existe, oui. Les énergies, je m'en fiche. Quand j'entendais parler d'énergie, d'ange, d'archange, pour moi, c'était bizarre pour moi. Et quand t'entendais parler de structure énergétique, je donne un exemple. Si par exemple tu t'intéressais au manga au Japon, il y a souvent, par exemple avec Naruto, il fait mention des chakras, des centres d'énergie divers et variés. Est-ce que ça a été aussi une porte d'entrée pour toi quand tu as fait ces 3 ans de travail avec elle, sur une compréhension intellectuelle de ce que pouvait être l'énergie ou de ce que ça pouvait peut-être impliquer ? Je faisais pas le lien. D'accord. Avec les mangas, pour moi les mangas c'était quelque chose de très... Enfin, je séparais beaucoup. D'accord. Je mettais beaucoup de mental de séparation là-dedans. Mais non, je faisais pas le lien entre les chakras dans Naruto par exemple et ce qu'elle touchait. Parce que les énergies, mes propres chakras, c'était flou pour moi à l'époque en fait, tout simplement. Je comprenais pas vraiment ce que c'était. Mais parce que pour moi, ma priorité c'était aller bien. Parce que je m'étais dit à l'âge de 20 ans, j'en ai marre d'être mal dans ma peau.
Donc ma priorité à partir de maintenant, c'est mon bien-être. Ce qui est super intéressant, ce que tu n'as pas précisé, mais connaissant un petit peu l'histoire, telle que tu me l'as raconté, c'est que tu la rencontres dans le métro, vous échangez vos numéros de téléphone, et après avoir discuté un petit peu avec elle, elle te propose de faire un suivi thérapeutique à raison de 75 € Ouais. la séance, Ouais. une fois par semaine. Non, j'aurais pas pu. Ouais. C'était à peu près une fois par mois. Ça dépendait. C'était pas régulier. C'était D'accord. vraiment quand le besoin se faisait sentir, je pouvais l'appeler ou elle pouvait m'appeler pour me demander comment j'allais. Mais c'était plus ou moins, c'était à peu près on va dire une fois par mois. Ce qui est super intéressant quand même, c'est que ça dure 3 ans, Ouais. que tu travailles en aparté, que tu fais tes études, et que à l'âge que tu as, tu décides d'investir sur toi-même. Ouais. Mais quand je parle d'investir, c'est en même temps parce qu'il y a ce sentiment d'être en prison et d'être dans une sorte de mal-être qui peut-être pas vraiment compréhensible, définissable, nommable, et qu'elle va t'aider par rapport à tout ça. Est-ce que durant ces 3 ans, tu comprends des liens peut-être éventuels qu'il y aurait entre ton mal-être et tout ce qui a trait ce qu'on appelle au transgénérationnel? Alors ouais, je comprends bien que ma relation avec mon père, il va falloir un jour aller mettre de la conscience dessus. Pareil pour ma mère et ma fusion avec elle à un niveau très profond. Je sens qu'il y a plein de trucs à détricoter au niveau familial, que j'y suis encore actuellement. Ce sera un travail d'une vie, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais fini de travailler sur soi, et en fait c'est tant mieux, parce qu'il y aura toujours des trucs à découvrir de soi, et c'est ça le truc magique dans la vie, c'est que c'est juste une découverte. C'est sûr, parfois ça fait un peu mal, parfois ça fait du bien, et bref, c'est l'aventure en fait, on est là pour ça. C'est clair. Donc à ce moment-là, bah, à vrai dire, tu vois, j'ai plus vraiment les souvenirs précis de sessions. Je sais même pas si je posais les bons sujets, si c'était juste en fait à l'époque, parce que j'étais vraiment très très nouveau là-dedans. J'avais pas de notion de c'est justesse ou pas. C'était elle, ma bouée de sauvetage, comme je te le disais, et je lui présentais des trucs du quotidien en fait. Mais c'est vrai que souvent elle me rencardait vers les bonnes informations et les trucs que j'arrive petit à petit à aller toucher par moi-même maintenant. Donc, Qu'en pensait ta mère? Parce que j'imagine qu'elle était au courant. Alors pas vraiment. C'est vrai? Ouais. Non. Bah j'ai un problème de communication, hein, faut pas l'oublier. Ouais, enfin, c'est ta maman, donc. Même avec mon frère, mon père, ma mère, c'est vraiment j'ai du mal aujourd'hui j'ai encore du mal à lâcher le morceau sur ce que je fais réellement, mes perceptions, etc., etc. Hein. C'est au niveau familial. Ça se sait. Mais moi, donc, de mon intérieur, aller me connecter à l'extérieur et dire « Ok, je fais ça, ça, ça et ça ». Donc on voit déjà le pas énorme que tu fais en venant ici. Mais ouais. je suis un grand réservé de nature. Hein. Quand j'étais à l'âge d'être... j'avais la cagoule encore, j'étais dans les bras de ma mère. Les gens rentraient dans l'ascenseur, je prenais ma cagoule et je me mettais face contre le mur. Je voulais pas être vu. Donc le commerce, et je vois pourquoi quelque part on m'a mis sur l'option commerce et pas sur l'option art, parce qu'il fallait que j'aille vers l'extérieur, que j'apprenne à m'exprimer. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même un certain talent pour exprimer les choses. Donc j'adore ça. Si je suis sur YouTube, c'est pas pour rien, quoi. J'aime ça. Eh oui, c'est la faculté de ceux qui, dans un premier temps peut-être de leur vie, ont appris à écouter. Et dès lors on apprend à écouter, bah, après on est beaucoup plus à même de pouvoir parler puisqu'on a pris le temps d'écouter. C'est tout le paradoxe. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier au Japon? Oula. Donc ouais, donc au Japon, je remets le contexte parce que j'ai abandonné pour un an ma vie en France. Ouais. Je parle plus français, mis à part par l'intermédiaire de mail. Plus de méditation, plus rien. C'est très concret pour le coup, se lever à 5h du matin et aller mettre... Ouais, parce que là, quand tu te lèves à 5h et que tu termines à 19h, parce qu'il faut charbonner, parce qu'il y a le riz à planter, parce qu'il y a les cultures, il y a le blé à semer, les trucs à arroser et tout, il faut être disponible. Mais parenthèse dans la parenthèse, j'ai vécu des moments extraordinaires avec ces gens-là là-bas. Pendant 6 mois de ma vie, j'ai dormi avec les mêmes personnes, j'ai mangé avec les mêmes personnes, j'ai travaillé avec les mêmes personnes. Donc c'est pas des colocs, c'est pas de la famille, mais c'est tout autre.
Donc je recommande vraiment cette expérience à quiconque. Ouais, certainement. Ça change. Mm. Et donc là-bas, je savais que le Japon, avant de partir, je savais que ça allait être une césure dans ma vie, qu'il allait avoir un avant et un après Japon. Mais je pensais pas que ça serait autant. Parce que je suis là-bas, je me souviens toujours, je suis dans cette ferme où je suis resté 6 mois, où j'ai appris à faire ce design en permaculture, ce design permaculturel. Je suis tout seul, il est peut-être 11h, 10h, je sais pas. Et je ramasse des pierres, parce que c'est le futur champ de blé. Et pour que les machines agricoles puissent ne pas casser leurs lames, en fait, eh ben, il faut enlever toutes les pierres du terrain avec des sacs à gravats. Donc je parcours le terrain et voilà ce que c'est. Et d'un coup, je prends une pierre, je la mets dans mon sac et d'un coup, silence. Je perçois un silence palpable à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Il n'y a même pas une pensée pour dire « Ah tiens, il n'y a plus rien ». Non. Et d'un coup, je me sens une sorte d'expansion ou d'implosion, je ne saurais pas trop comment le dire. Et je sens et je perçois en tout cas plein de trucs qui bougent autour de moi et à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, je tourne la tête à gauche et je perçois une fée. Là, au niveau énergétique, je perçois par le sens du toucher et de la vue une fée de 4 mètres de haut qui est là. Qui du coup, comme je la vois, elle me voit et elle commence à me blablater. Sauf que moi, mon mental, il me dit non, il n'y a rien. Je comprends, ça va être perturbant. Et donc du coup, je suis en train d'halluciner parce que moi, les esprits de la nature, les anges, c'est pas mon délire, je travaille sur moi. Je travaille sur mon inconscient. Une fée, pour moi, la référence que j'avais, c'était la fée Clochette. Ah oui. Donc c'était pas du tout... et je commence à paniquer. Et réellement, je commence à paniquer. Donc je suis là... tout mon être, en gros, me dit, il y a une fée. Et mon mental me dit, non, ça n'existe pas, il n'y a rien. Donc en gros, tu vas finir à l'HP. Sous-titre. Et j'essaye de me calmer un minimum. Je vais voir le fermier. Et parce que je sais plus, je devais lui dire un truc par rapport à l'activité que je faisais. Et là, il commence à me parler. Et là, je capte sa structure inconsciente derrière. À l'époque, je lui disais, la personne parle et j'ai tous les sous-titres. Donc, je comprends pas ce qui se passe parce que j'ai des doubles discours partout. Et là, j'hallucine, enfin, je panique réellement parce que je sais pas ce qui se passe. Tout mon monde manifesté a changé comme ça. Sans que je le veuille, parce que j'ai jamais voulu consciemment des perceptions énergétiques. Mais c'est venu. Et à partir de là, ma vie, j'ai plus perçu moi-même, la matière et les autres et tout ce qui se passe comme avant. C'était impossible de revenir en arrière. Je suis passé du Bintel à Internet. Je sais pas trop comment le... Alors qu'est-ce que tu fais c'est-à-dire que tu parles de HP, finir en hôpital psychiatrique, de cet avant-après, ce silence. Est-ce que tu essaies de comprendre comment c'est venu, qu'est-ce que ça signifie, de trouver une causalité à, qu'est-ce que tu vas en faire, qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que ça te dit de toi en tant qu'être humain, entre guillemets. Enfin, est-ce que tu te poses ces questions-là, est-ce que tu as des appréhensions sur est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre avec la famille, avec les autres, avec les humains, avec ce monde, entre guillemets, dit extérieur. Ouais. Alors, à l'instant T où ça m'arrive, tout ce que je veux, c'est avoir des réponses. Enfin, je panique. Il faut remettre en contexte, j'ai jamais vécu ça, je ne savais pas que ça... J'avais eu vent, le chakra, des énergies, mais c'était de l'ordre du concept, de l'intellectualisation. Donc le vivre, l'expérience, c'est autre chose. Donc en fait, mon système se met à paniquer totalement. J'attends tant bien que mal le soir, et mon premier réflexe, c'est je téléphone à ma thérapeute. C'est la seule qui peut savoir. C'est la seule qui, dans ma case, c'est case thérapeute essai. Parce qu'elle m'avait parlé de structure, énergie, et donc pour moi, c'est elle qui a les réponses. Et donc, je sais plus, il est 20h chez moi ou 23h, bref, je Skype, et là, je blablate. Je fais, ok, il s'est passé ça, qu'est-ce qui se passe ? Et elle commence à me poser les mots. Donc elle pose les mots qui, moi, déjà, me rassurent. Ça me rassure parce que, du coup, il y a quelqu'un qui partage ce même délire. Donc, parce que sinon, je me sens, en fait,
là, ça vient vraiment dans le fil de discussion et j'ai vraiment de l'émotion, c'est que je me sens seul sinon. Si je suis seul à percevoir tout ça, ça veut dire que je suis abandonné, vraiment. Et moi, l'abandon dans ma vie, c'est un gros thème. Je comprends. Donc, il y a une personne au monde qui dit ok. Et elle m'explique, comment m'expliquer structure inconsciente, blablabla, et ok. Et elle me dit, elle enchaîne, maintenant que tu as l'indépendance, que tu n'es plus accroché à moi pour aller voir ton propre système, bah, du coup, on va pouvoir faire des échanges de séances. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, ça a été un énorme cadeau de sa part. C'est qu'on est passé à un truc mercantile dans le sens client-thérapeute, quoi, en gros, où je te passe 75 €, je te fais la séance, à un échange de séances totalement gratuit. Où continuer à travailler sur moi, mais en échange, je travaillais sur elle. Et donc j'ai fait ça pendant cette ouverture de perception, ça a été en mai 2014. Ouais, en mai 2014. Et de mai 2014 jusqu'à janvier 2015 environ, toutes les semaines j'étais avec elle, quasiment. Ça tombait bien, j'étais au chômage quand je suis revenu. Donc, au départ c'était sur Skype. Et je me suis entraîné. Donc au départ j'étais très, est-ce que c'est le mental, enfin tout, n'importe quel, je sais pas, tu commences à faire de la peinture ou de la poterie, au départ t'es pâteau quoi. Là, voilà, c'était le nouvel outil que j'avais. Donc maintenant que j'étais rassuré, du coup c'est génial. J'ai un nouvel outil. Je peux, non seulement je perçois les énergies, donc je me brancher, pour moi ça signifie porter mon attention sur quelque chose. Sur un être, sur une situation, sur un lieu, sur un discours, sur un espace-temps. Enfin, en fait, on s'en fout, tout le monde fait des ponts avec tout. On est tout puissant de toute manière. Et chouette, je pourrais utiliser cet outil. Et donc du coup, je teste avec elle. Je fais que tester. Mais un nombre incalculable de fois, parce qu'on a fait ça pendant... quasiment un an. Quasiment un an, entre mai et janvier. Donc au final, le doute, après, je l'avais plus. Surtout que ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'elle-même étant thérapeute, ayant déjà les perceptions, ayant l'occasion d'avoir mentalisé ses ressentis, elle peut même te corriger sur les potentielles interprétations que tu en ferais vis-à-vis de ce que tu vois d'elle ou en elle. Ouais, ça a été une aubaine. Ça a été un service sur un plateau d'argent. Ah oui. Très clairement, j'avais tout ce qu'il fallait pour m'entraîner de manière libre, en étant recadré quand il le fallait, et elle me donnait des exercices à faire, etc. Et on a évolué à deux au départ, et quand je suis revenu du Japon, elle m'a fait rencontrer un très bon ami à moi, qui fait du tarot de Marseille, mais du tarot psychologique. Et cette technique est absolument fabuleuse. Et du coup, on a continué les travaux à trois, en faisant des exercices. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à... C'est marrant, parce que je suis revenu du Japon, et c'est à partir de là que je me suis connecté aux gens de manière plus concrète, donc en face à face, et plus derrière un PC. Alors qu'avant, moi, c'était juste derrière, mis à part avec ma thérapeute, c'était juste derrière un PC. Alors, est-ce que tu as su pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé dans ce champ au Japon, avec les pierres ? Alors, il y aurait 1000 interprétations. C'est... Ce que tu veux bien nous en dire, Je me suis jamais posé la question. Ah ouais ? En fait, je m'en fiche de savoir pourquoi. L'essentiel, c'est maintenant j'ai un nouveau jouet. Je te pose la question parce que parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui souhaitent. Tu parlais de toi, la parapsie, d'être un X-Men. Donc, la méditation X-Men, c'était pour aller bien et pour avoir peut-être l'idée d'un jeune de 20 ans de dire voilà, j'ai envie de pouvoir avoir des super pouvoirs ou que sais-je. Bon, bref. Et pourquoi pas, il y a vraiment des humains qui arrivent. Bien sûr. Je remets pas ça en question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nombreux sont ceux et celles qui font un travail sur soi ou qui font des exercices de méditation, de pratiques diverses et variées pour ouvrir ces champs de perception pour le troisième œil, la glande pinéale, etc., etc. Donc, si je te pose la question, c'est est-ce que tu penses que est-ce que ça aurait pu arriver, cet événement-là, avant, après ? Est-ce que c'est parce que tu as eu l'occasion de faire ce travail sur toi ? Et on peut se poser la question parce qu'au final, quand tu vas au Japon, tout ce qui a trait à la spiritualité,
c'est de côté. Ah ouais. Genre, le travail sur soi, c'est de côté, méditation, c'est de côté. C'est concrètement se lever à 5 heures, aller dans la terre, les mains, être en lien avec des gens, une famille, j'allais dire, quelque part, pas tant de substitution, mais une deuxième famille pour toi, avec une langue, une culture, avec tout ce qu'il y a. Et c'est très pragmatique, c'est dans la terre. Là, on n'est pas là-haut, on est là. Ouais. Tu vois, donc c'est ça qui... C'est comme si quelqu'un qui venait me voir en me disant « Ouais, voilà, j'aimerais bien percevoir, etc. » Je dis « Bon, bah, ça me fait penser à... Je sais pas si t'as vu le film Karate Kid. Voilà. Ah oui, tu veux faire du karaté, bon bah vas-y, lève la voiture. Et je vais comme ça, et puis t'astiques, tu vois. Tu dis, mais attends, c'est quoi le truc avec la choucroute? Je comprends pas. Je vais apprendre le karaté, il me demande de laver la voiture. Tu vois, Et là, ça serait limite, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Voilà pourquoi je te pose la question. Donc, il y a autant les ressources familiales, parce que bon, il faut pas s'en cacher, c'est... mon arrière-grand-mère du côté de ma mère avait le secret des plantes, c'est ce qui se dit en tout cas. Ma mère médium, mon père dans les plantes, mon frère, on a tous les deux ça aussi, une intuition, une clarté d'esprit, etc. Donc il y a déjà cette base. Et dans mon système, c'est déjà accepté. Et là, l'info qui passe, c'est que c'est aussi transgénérationnel, c'est clairement établi dans les ressources familiales. Il y a d'autre part le parcours que je fais, le travail sur soi. C'est simplement, en gros, c'est enlever les couches d'oignon. C'est comme si j'avais des vêtements et le travail sur ça, c'est simplement, ok, c'est quoi le pull, c'est ça, je l'enlève, je le détricote. Ah, est-ce qu'il me plaît? Oui, oui. Ou sinon, je le mets au placard, ou alors je le donne, ou je le jette, peu importe. Et on est en fait quand c'est prêt, c'est prêt. C'est un peu, en fait, je sais pas, c'est comment je pourrais dire ça? Il y a une image qui me vient, c'est le côté, comme le four, tu sais, il fait ting. Voilà, c'est ça. C'était mature. Pour maintenant. Une autre manière d'en parler, c'était pour continuer à jouer à la manière dont j'avais voulu le jouer de manière très profonde et inconsciente, j'avais besoin de ce genre d'outils. Alors, un autre élément qui m'intéresse, c'est que l'expérience que tu as au moment où tu prends cette pierre, où tu as cette connexion avec le tout, la vacuité, ce silence. Ouais. Donc c'est moi qui dis vacuité, mais en même temps tu me l'avais dit en dehors de cette antenne. Donc je reviens sur ce mot parce que tu parles d'un grand silence. Et qu'est-ce que ça t'amène à percevoir de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas? Alors, je m'aperçois que je suis tout sauf Samuel. Donc il y a bien, si on prend vraiment 3 gros principes, corps, émotion, esprit, je m'aperçois que je suis rien de cela. Que ça, c'est bien des sortes de phénomènes d'énergie qui composent quelque chose, cette nature insondable en fait, ce que je perçois comme étant du silence, je peux m'identifier à ça d'une manière plus ou moins longue. Les pensées, c'est des énergies qui nous composent très rapides. Le corps, c'est un peu plus long. Les émotions, si on les cristallise, ça peut être assez moins long, mais ça peut être la différente durée de ce qui nous compose. Et là, je me suis aperçu, ce silence, que j'avais déjà eu l'expérience quelques années plus tôt, à 22, 23 ans, je me souviens plus, où j'avais lu un livre sur la vacuité, comme études de japonais oblige, on avait des cours de religion, absolument magnifiques d'ailleurs. Et je devais lire un livre sur le bouddhisme, et il y avait un chapitre de vacuité. Donc un truc de 3 pages, c'est pas très très court. Au bout du chapitre, je m'aperçois que je suis ni mes émotions, ni mes pensées, ni mon corps. Et naturellement, je me dis, ok, qu'est-ce que je suis? Et là, la réponse, c'est, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout auquel je puisse m'identifier. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que l'ego, donc le système d'identité, le système d'identification plutôt, a pris cette information et a dit, moi, en tant que Samuel Hannibal, je ne suis rien. Et là, c'est problématique. Parce qu'en fait, cette expérience-là, c'est la même chose qui m'est arrivée au Japon. Sauf qu'au Japon, j'avais 3 années de plus à travailler sur moi et à enlever les couches. Donc en fait, à ce moment-là, au Japon, j'ai pas attrapé l'information. Il n'y a que le silence. Mais c'est pas celui qui dit qui est. Je suis toujours Samuel, je suis toujours pleinement Samuel, avec ses paramètres, avec ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, etc. Les deux à la fois. Et les deux à la fois simultanément. Et voilà en fait. Mais derrière, il y a effectivement un silence qui est là. Et je peux y retourner, à partir de ce moment-là, je peux y retourner quand je veux. Donc il y a toujours les pensées,
Mais j'ai conscience que entre les pensées, dans les pensées, et ce que composent les pensées, c'est que du silence. Donc en fait, avoir des pensées, je m'en fous. L'essentiel, c'est pas de plus avoir de pensées, parce qu'on est là pour aussi agir, et voilà. On est dans l'agitation. Et donc, à partir de là, il y a beaucoup moins d'identification qui s'est faite. Et donc dans ce silence, dans ce silence, il y a les énergies. Et vu que j'étais, alors encore une fois, c'est pas celui qui dit qui est, mais comme on parle, comme j'étais dans le silence, comme il y avait ce silence, je percevais les énergies. Et ce silence, c'est plein d'infos en fait. Quand tu arrêtes de projeter en fait 2 secondes ce que tu crois savoir d'une situation d'une personne, les infos tu les as de manière générale. Et ça, c'est une piste à peu près. Voilà. Après, que les gens se débrouillent avec ça, quoi. Alors, quand tu parles, par exemple, de la fée que tu vois, alors là, on parle du monde invisible, entre guillemets. Disons que l'information, elle prend forme. Ouais. C'est encore autre chose. Est-ce que durant ce temps où tu vas travailler avec ta thérapeute, dans ce partage que vous avez l'un envers l'autre, est-ce que tu continues à voir ce que certains pourraient qualifier de ces entités d'autres mondes? Parce qu'on parle d'une fée, donc on pourrait parler des esprits de la nature, on pourrait parler des anges et des archanges, voire de démons ou autres, d'entités dites extraterrestres ou intraterrestres, bref, d'autres dimensions, sans compter les défunts, bref, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est le bordel. Sachant que, tu me le disais quand on mangeait, voilà, une table a aussi une émanation, elle est vivante, elle a de l'information, même si la conscience qui anime cette table est entre guillemets minime, mais tout est vivant en fait. Ouais. Tout est susceptible de transmettre de l'information. Donc ça peut être un brouhaha gigantesque. Je veux dire, peut-être, ça me fait penser, puisqu'on parlait des X-Men à un moment donné, tu sais, ceux qui ont Charles Xavier qui peut se connecter à n'importe qui, puis des fois ils se mettent les mains sur la tête parce que c'est trop d'informations. Trop d'infos, voilà. Donc comment est-ce que tu apprends à ouvrir ou fermer? Est-ce que tu laisses tout le temps ouvert maintenant, mais en filtrant? Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Déjà, le fait de ne pas s'identifier au corps ou à l'esprit, c'est très pratique. Parce que même s'il arrive quelque chose, c'est pas forcément... C'est à l'outil nommé Samuel que ça arrive, mais pas à la nature qui s'exprime, la conscience, on va dire, qui s'exprime à travers Samuel. Mais d'autre part, c'est que rapidement, en fait, je me suis dit, si j'ai des informations, c'est pour moi. Je veux des informations pour mon évolution. Parce que c'est moi que ça concerne. Donc, comme il y a eu cette volonté de poser, ou cette intention, je ne sais pas trop comment la définir, quand il y a une information qui est là, je sais que c'est pour mon plus grand bien, on va dire. Et mon plus grand bien, ça ne veut pas dire que je vais bien le gérer, je peux très mal le vivre, soit dit en passant. Après, je suis pas là pour percevoir tout le temps. Clairement, je suis là pour être bien dans la vie, pour partager des moments, aller voir ma famille. Donc là aussi, tu as demandé à ce que ça soit, que si tu perçois, que ça soit juste pour toi, dans l'instant, et que quand tu perçois pas, c'est que c'est juste aussi pour toi dans l'instant. Parce que sinon, je m'arrête pas. Ouais. Parce que je suis très lié aux esprits de la nature et au monde végétal précisément. Depuis ma naissance, je me suis rendu compte de ça. Après, même avant, si on parle de vie c'était déjà là. C'était déjà là. Mais en fait, si tu laisses ouvert tout le temps, tu passes, même en plein Paris, j'habitais à Nanterre à l'époque, il y a un arbre qui te dit mais il faut venir m'aider, j'ai une branche de coincée. Tu traverses un parc, un square à 3h du matin, l'esprit du lieu te dit non mais reste, on a besoin de ton énergie parce que ça va aider des sortes d'êtres énergétiques à nettoyer des lieux. Tu vis pas en fait. Et c'est là où tu vois, être ancré, ça signifie juste vivre sa vie et vivre ses choix. Oui, ça existe, mais en fait j'ai pas porté le fardeau du monde, et en fait ils se débrouillent très bien sans nous, hein. Je suis pas responsable de la misère du monde, donc au final un moment. Mais ça a été des expériences, hein. C'est intéressant parce que là ça implique la notion du mode sauveur, qui pourrait advenir en disant oui, effectivement, la planète Terre, la biosphère, faut que je les aide, etc. Ce qui n'empêche pas effectivement certains thérapeutes en lien avec le monde de la nature d'aller ouvrir des vortex, d'aller fermer certains endroits. Au contraire, hein, ça existe, et c'est ce que tu fais, mais d'une toute autre manière. Voilà. Et j'ai joué à ça. J'ai joué
Bah forcément, j'ai connu Jean-Pierre Martinez, pour ne pas les citer, tout le monde connaît. Et je fais waouh, d'autres comme moi, machin. Et donc j'étais voir leurs blogs, leurs vidéos, et j'ai testé. J'étais la première année où j'ai fait, quand je suis retourné en France, le premier truc que j'ai fait, c'est aller en forêt, accompagner des groupes pour le faire découvrir le monde des esprits de la nature, hein, faut pas l'oublier. Donc j'ai testé, j'ai voulu, mais après il y avait un truc en moi qui, tu vois, quelque chose, un appel qui me disait non, c'est ça, oui, tu peux t'amuser à ça, mais continue le chemin. Continue à te transformer, à apprendre à travers des outils, autant à travers l'outil nommé Samuel. Et en tant que Samuel, bah, j'ai envie de découvrir des choses. J'ai pas envie de rester bloqué sur un niveau. Je me sens plus explorateur qu'autre chose en fait. Bah, moi, surtout que 32 ans, ça va. T'as le temps. Ouais. Là, c'est pour le meilleur. Là, pour le coup, ça prépare le terrain. On verra peut-être quoi, mais c'est énorme. Alors, tu expérimentes, tu as eu l'occasion de faire quoi une fois que tout ça s'est fait, différents jobs. Tu quittes Paris aujourd'hui, tu vis à Nantes. Ouais. Là aussi, un sacré lâcher-prise, parce que tu aurais pu aller à Lyon, tu me disais, à Bordeaux. Donc, Nantes, tu connaissais personne. Alors, je connaissais 2 personnes. Excuse-moi. À la base. Ok. Donc, des amis de Paris qui avaient déménagé à Nantes 2-3 ans auparavant. Et bon, j'adorais Paris, j'habitais dans le 19e comme je te disais tout à l'heure, près des buttes de Chaumont, c'était parfait, j'avais mon studio, et vraiment, génial. Mais c'était pas que les énergies de Paris étaient... Bon, je pourrais dire comme ça, ce serait un point de vue. Les énergies de Paris étaient plus alignées sur moi, j'avais rien à faire là. C'était juste, il fallait changer de terrain de jeu. Et au départ, j'avais visé la Vendée. Et j'avais fait un salon en Vendée, et j'ai dit, ah, pas mal la Vendée. Et finalement, j'entends parler d'un... Un salon bio, hein, pour la... Ouais, un salon zen, bio, comme on connaît à Paris, en fait. Et je me suis fait après... tiens, moi, j'ai été chercher, je me suis dit, je sais, il faut que j'aille chercher vers, du coup, côte atlantique, d'autres salons. Et donc, je pianote sur Google, machin, tac. Et je tombe sur un salon particulier. Je regarde le site d'Isabelle, qui crée ce salon, je suis waouh, ça brille parfait. Là, quand c'est aligné, en fait, la structure s'illumine de 1000 feux, c'est un sapin de Noël pour moi. Donc je fais putain, c'est qui elle? Et je fais ok, je sais que c'est avec elle. Donc je la contacte, super contact au téléphone, bah, comme quand on s'est parlé au téléphone, c'était ça. Hein. Et ah ok, salon, elle me dit ça coûte tant, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, donc c'est génial pour moi. Je fais ok, donc j'y vais, et là je me fais plein d'amis, plein de nouveaux amis. Des gens qui sont aussi... Quand tu dis t'y vas quoi? En tant que touriste? En tant que touriste. D'accord. Non, en tant que... pardon, excuse-moi. Représentant? En tant que je réserve ma place, je fais une conférence. Sur quoi? Je me souviens même pas. Mais t'as ta place en tant que thérapeute, en tant que... Bah, le carré avec la table, j'avais même pas de tenture, tu vois, j'avais rien pour mettre sur la table, tu vois. Moi, je suis arrivé les mains dans les poches. Je vais faire chouette, je vais faire un salon, j'ai ramené 2-3 pierres, j'ai ramené une plante, j'ai ramené ma bouteille d'eau et voilà, j'étais prêt, j'avais rien. Et mes cartes de visite, ouais, c'était ça. Hein. Et j'avais écrit à l'arrache un petit papier, 5 € pour 20 minutes. Voilà. Voilà avec quoi je suis allé, mais vraiment la fleur au fusil, quoi. Et ça fonctionne, j'ai trentaine de personnes à ma conférence. J'aime plus ce que j'ai dit, en fait, je pourrais même pas dire. Et je me suis dit, putain, c'est génial. Et je vois que j'aime ça. Et je fais, bon, bah du coup, je rencarde Isabelle, je dis, le prochain salon, je le fais. Il y en avait un 3-4 mois après, max, je fais, j'y vais. Donc, et là, de nouveau, superbe expérience, des rencontres de fous. Et une amie m'hébergeait à Nantes, à Rezé, en fait, précisément dans la ville où j'habite maintenant. Et en entre-temps, je visite la ville. Et là, je fais, mais c'est génial ici. Je regarde comme ça, il pleut, je prends mon parapluie, je tombe malade après, hein, mais je me promène dans la ville et c'est juste... les gens te parlent, il y a de l'humanité. C'est une ville à taille humaine, c'est aéré, c'est autant dynamique que Paris. Il y a plein de trucs au niveau culturel, c'est très étudiant aussi. Et du coup, j'ai su que ça allait être là-bas que je voulais habiter. Mais j'y ai pensé, et moi j'avais quand même dit un plan, je m'étais dit un plan, je fais ok, en juin prochain, j'y vais, en juillet prochain.
Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que à ce moment-là, je suis revenu, du coup, j'ai oublié un peu la chronologie, j'ai plus trop la notion du temps maintenant. Mais j'étais où j'allais trouver un travail dans une biocoop. Et sauf que ce travail me tuait à petit feu, en fait. Et le jour de mon anniversaire, je discute, on est dans un resto avec une amie, et je regarde le vague et je fais, en fait, si je devais partir, ce serait pas en juillet, ce serait en février. Et elle me pose cette simple question. T'as écouté ce que tu viens de dire? Elle m'a juste dit ça, rien de plus. Et là, je me rends compte de, ouais, c'est ça mon choix, en fait. Et je me suis dit, soit je respecte cet élan du cœur, cette info, soit je ravale encore le truc et j'ai dit je cravache et je suis content parce que j'ai un plan. Force, ouais. Et là je me suis fait non, c'est plus possible, ok. Et une semaine après, je posais madame en rupture conventionnelle avec ton patron. Avec mon patron. Je disais au revoir à Paris, en fait c'était et j'annonçais à ma proprio que je quittais l'appart. Je voulais trouver une autre personne pour pas qu'elle soit dans la merde. Et ça s'est fait très vite en fait. Parce que le déménagement s'est fait à 3. Il y a eu deux personnes plus moi pour descendre mes cartons. Ma tante m'a prêté sa voiture. Une des deux personnes, un pote, m'a conduit jusque là-bas et m'a ramené sur Paris. Tout s'est fait, mais c'est comme dans du beurre. Vraiment une lettre à la poste. Et après, j'ai réglé quelques affaires et tout. Et en fin février, début mars, j'étais à Nantes. Et j'ai aménagé ma chambre. Et à partir de là, tout s'est énormément accéléré. Oui. Donc, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Donc aujourd'hui, thérapeute, clairvoyant. Donc comment tu peux... alors j'imagine que ceux et celles qui nous ont écoutés peuvent certainement comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, mais pour remettre des mots dessus, quand tu parlais de ce père de famille au Japon, tu voyais les sous-titres entre ce qu'il disait et ce qu'il y avait derrière. Donc comment tu pourrais qualifier la clairvoyance? Qu'est-ce que c'est que la clairvoyance? Quand quelqu'un t'appelle, que tu fais une séance Skype, je ne sais pas si tu rencontres les personnes en face à face, mais en tout cas quand tu es en lien dans une démarche thérapeutique avec quelqu'un, qu'est-ce que tu permets à l'autre? Ce qui me vient, donc je vais respecter ce qu'il dit, c'est je permets à l'autre de s'exprimer, tout simplement. Que ce soit par son propre chef ou par mon intermédiaire. Donc les gens m'apportent une problématique, ça c'est le conscient. Le conscient me dit je veux régler ça avec ma famille, je veux trouver un nouveau travail, je suis pas heureux dans ma vie, bref, tout le lot qu'on connaît. Là je vais, en gros, pour ça répondre aussi à la question, la clairvoyance c'est j'ai la compréhension spontanée, c'est une compréhension spontanée de ce qui se passe derrière la forme. Donc derrière un discours, une situation, un espace-temps, une œuvre d'art. Donc en gros je porte mon attention dessus et en fait j'ai une tonne d'informations qui viennent. Et tout mon jeu, et c'est là que c'est en rapport avec moi, c'est que, vu que, comme je te disais tout à l'heure, je ne perçois que ce que j'ai besoin de voir de moi, du coup, j'exprime. Et ça fait bouger ce qu'on a en commun entre la personne et moi. Parce que j'ai jamais... l'effet miroir, c'est ça, je n'ai jamais rencontré... je ne vais pas faire à la négative, parce que sinon ça va me perdre. Toutes les personnes que j'ai eues en consultation jusqu'à présent renvoyaient qui je suis. À 100%. J'ai jamais vu une seule personne qui ne me renvoyait pas une part de moi quelconque. Jamais. Pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi parce qu'il y a ce silence. Et ce silence, c'est la voix de l'unité. C'est la voix du divin. Et donc le divin s'exprime dans ma structure. Enfin, je perçois le divin à travers du silence. Parce qu'en fait, ce que c'est, j'en sais rien. Et tout ça est contemplé par le témoin silencieux. Donc l'absolu, Dieu, etc. Chacun l'appelle comme il veut. Donc il y a Dieu, il y a l'unité, et il y a la voix de l'unité, le silence, et ensuite il y a toutes ces constructions de corps qu'on connaît, avec les schémas qu'on connaît, et jusqu'à Samuel. Et tout ça s'exprime. Et tout ce que je fais pendant les sessions, et c'est ça qui fait bouger la structure, c'est simplement d'exprimer. Donc en fait, je m'autorise. C'est un espace, pour moi, c'est un espace. Je dis toujours ça aux personnes quand je les ai avant au téléphone. C'est un espace de liberté. Donc exprime tout ce que tu veux, le pire comme le meilleur. Sachant que moi,
je vais exprimer le pire comme le meilleur. Donc en fait, je m'autorise clairement, en fait, ce que je m'autorise pas à dire dans la vie quotidienne, clairement, c'est quelque chose, c'est une sorte d'exutoire quelque part thérapeutique, autant pour moi que pour la personne. Et donc, il y a ce côté-là, il y a aussi ce côté, tu vas aussi intellectualiser les énergies que tu vas toucher, que tu vas ressentir. Parce que je ramène toujours la personne à qu'est-ce que tu ressens. Donc, coupe la tête en gros, tu vas comprendre plus tard, mais va dans tes ressentis. Et donc, je fais la cartographie, j'aime bien ce mot, il résonne vraiment pour moi, parce que c'est vraiment... je fournis la carte du territoire, je dessine la carte du territoire de la personne, sachant que ce sera toujours que mon point de vue. J'impose rien, je te dis, t'es venu, t'as signé en bas de la page, et je vais te donner mon point de vue. C'est ça qui fait bouger, et en même temps, toi, tu as des informations sur qui tu es. Alors, qu'est-ce qu'il en est quand quelqu'un vient te voir avec une problématique, j'allais dire de santé on peut, au regard de ce que tu viens de dire, on peut comprendre peut-être un peu plus facilement que quand cette dernière a, une dépression, un burn-out, un problème dans son rapport à sa fille, son fils, son patron, c'est peut-être un peu plus facile, on va dire, d'expliquer les parties inconscientes qui s'expriment ou les énergies inconscientes qui s'expriment et qui ont besoin d'être réajustées pour que ce soit plus fluide, plus léger pour la personne. Mais lorsque c'est le corps, entre guillemets, qui parle, quelqu'un vient te voir, pour le coup, t'es pas médecin, tu peux donner qu'une interprétation, puisque tu parles de point de vue, du message sous-jacent, inconscient, de la problématique, entre guillemets, d'ordre physique. Est-ce que c'est entendu, compris par les personnes ? Alors, je vais être très direct, mais en fait, ça, c'est pas mon problème. Je suis là pour... Alors, je vais être précis en termes, je suis là pour faire en sorte que les personnes reconnaissent leur propre indépendance. Comme ma thérapeute l'a fait avec moi, en fait. Donc, je suis pas là pour leur tenir la main. Je suis là pour leur dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'elles entendent, qu'elles prennent conscience d'eux-mêmes. Donc, en fait... Elle tourne. Elle m'emmerde, celle-là. Donc, en fait, j'ai pas... que le conscient comprenne, c'est pas un souci. Ou qu'ils comprennent pas, c'est pas un souci pour moi. Je suis pas là pour dire ok, je te donne une technique, c'est ça, ça, ça et ça, et avec ça tu vas être heureux. Je suis là pour donner des informations qui sont prioritaires. Parce qu'il faut que la personne entende ça et que moi j'entende ça pour que ça bouge, quelque chose bouge en fait. C'est un peu comme si je fournissais le briquet et l'essence, quelque part, pour donner une image. Et c'est après la personne, si elle veut foutre le feu à sa vie, et donc cette énergie de transformation que ça renvoie le feu, et de renaître, de renaissance, il va falloir qu'elle décide comment mettre en forme, manifester ses choix, ses besoins. C'est très trivial, hein, ses choix, besoins, envies, désirs. Basique. Parce qu'on est là pour vivre tout ça. On est là pour, on est dans de la chair, dans la matière, donc c'est ça qu'il faut réinformer. Mais si t'es pas au courant de qui tu es, ou t'es pas au courant de tes besoins, t'es pas au courant, tu t'es perdu. Et après, ça peut se manifester par des maladies, mais pour les maladies, je fais bouger la structure comme je peux. Donc, en fait, je fais le pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre la psyché et la matière. Donc, je dis ta maladie, ça renvoie, et je fais blablabla. Et après, dans la session, dans n'importe quelle séance, en fait, j'essaye toujours à la fin qu'il y ait une pointe de matière. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau, quelque part. Je te donne des pistes d'évolution. Si tu veux, tu peux faire ça, mais tu fais ce que tu veux. Donc, ça peut t'amener à ça, ça, ça et ça. Tu peux faire ça, ça, ça ou ça, tu as telle solution. Et parfois, je pose des questions, ça dépend du degré de maturité des gens. Plus les gens ont de la maturité, donc de la conscience, de la transparence envers eux-mêmes, plus en fait, plus je suis dans la question, en fait. Je suis plus intervieweur que thérapeute. Je fais, ok, et là, tu penses quoi ? Et si tu faisais ça, à quoi ça te renvoie ? Donc je suis plus comme une sorte d'aiguille. Alors que quand la personne part de très très loin et a encore beaucoup de couches de vêtements, là je vais devoir en fait endosser le rôle de papa-maman et dire ok, je te donne la main et ok, il y a ça, 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 ça et ça. D'accord. Et ensuite la personne a... Ouais, tu t'ajustes, tu t'adaptes en fonction de l'état de conscience. Tout le monde est différent. Si j'avais une technique pour tout le monde...
Ouais. Ça ferait pas... Peut-être un gourou, je sais pas. Alors, il y a quelque chose qui je trouve très intéressant, c'est que tu proposes sur ton site des liens avec la permaculture, parce que c'est toujours là. Ouais. Et tu m'en as parlé avant cette émission, et la manière dont tu l'utilises. Ouais. Et pour toi, tu m'avais fait part de ce que tu voyais de la permaculture, qu'est-ce que ça implique. Donc j'aimerais que tu puisses nous expliquer quand sur ton site les gens voient permaculture, c'est quoi? Est-ce que là on a affaire à Samuel qui a fait du woofing, qui a l'expérience, ou est-ce qu'on a affaire au Samuel qui est en lien avec l'énergétique, ou est-ce qu'on a affaire au Samuel qui est entre les deux? Pourquoi avoir voulu proposer cet accompagnement entre guillemets sur ton site? Parce que ça me poussait au cul, tout simplement. En gros, clairement, je fais le lien entre le végétal et l'humain. Très clairement, quand je dis ça, ça me parle. Donc qui vient te voir pour parler de la toute personne qui a permaculture? un projet voulant concrètement, matériellement parlant, changer les choses dans sa vie et dans la vie de tous des gens qui vont interagir avec ces personnes à travers ce projet-là. Donc, où intervient le végétal dans l'affaire? Alors, il n'intervient pas le végétal. Donc, parce que la permaculture, c'est pas une technique de jardinage, c'est pas des buts, c'est rien de tout ça. La permaculture, c'est une science du design. Donc, c'est une méthode, donc 3 principes éthiques et 12 lois, on va dire 12 règles à appliquer au potager, oui, mais aussi dans ta vie, mais aussi dans la manière dont tu fais tes courses, dans la manière dont tu aménages ton appart, dans la manière dont tu penses, dans la manière dont tu relationnes. Donc en fait, la permaculture, ça sous-tend tout. On pourrait designer des villes, on pourrait imaginer un monde de demain, une ville de demain aménagée avec les principes de la permaculture. Donc c'est trompeur. C'est très trompeur. Bah, les gens se fient à la forme. Bah oui. Ils font, c'est pas qu'ils se fient à la forme, mais il y a des associations. Ils disent permaculture, jardinage, but. Ok, bah les permacultures, c'est du jardinage. En fait, non. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors, quelles seraient, entre guillemets, ces lois ou ces principes quand on parle de permaculture, pour que tu aies voulu reprendre ce terme, qui justement est trompeur dans la plupart des esprits de ceux qui restent sur ton site, qui voient ce terme-là, Ouais. et qui pensent que peut-être tu vas les aider à faire un design dans leur potager, Ouais. ou l'agencement des plantes les unes avec les autres. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, je vais pas revenir sur tout, mais il y a 3 principes éthiques, donc prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager les ressources. Ça, c'est en permaculture lié au potager. Moi, je les adapte à la personne que j'ai en face. Donc, en fait, je peux pas te dire vraiment. Mais, par exemple, une des... alors, il faut bien que je me... ok, je vais partir de là. Un être humain, c'est un écosystème à part entière. Ouais. Intérieur, émotionnel. Bah, il y a à l'intérieur du corps, donc on va dire émotionnel, mental, spirituel, karmique, si on va jusque-là. Hein. Et ça, un écosystème, avec des éléments à l'intérieur, qui interagissent, qui échangent des ressources, des informations. Et c'est aussi, l'être humain, c'est aussi un écosystème extérieur, tout ce qu'on connaît. Le relationnel, le travail, la matière, manger, dormir, boire, se loger, les principes de base. C'est aussi un écosystème inconscient et conscient. Et mon rôle dans tout ça, c'est que la personne me dit, bah, j'aimerais... la personne me dit, bah, j'aimerais créer ça dans ma vie, que ce soit un projet familial, professionnel, je m'en fous. Et bah, je vais voir ce que répond la structure. Donc, qu'est-ce que la structure me renvoie comme information? Et les premières séances vont être simplement de la mise à jour de la structure. Donc, cette mise à jour de la structure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réaligner la personne sur ses valeurs, ses besoins, ses désirs, son feu intérieur. Qu'est-ce qu'elle est venue faire en haut? Et ensuite, dans une deuxième partie, on va dire, parce que l'accompagnement dure 2 mois, eh ben, c'est la mise en forme de tout ça. Comment elle va modifier sa matière en accordance, en alignement avec les mises à jour. Donc, est-ce que pour toi, on pourrait parler de coaching? Ah oui, clairement. Ouais, voilà. Ah, très clairement. Donc, Ouais. un synonyme pour parler de ce Ouais. terme. Voilà. Donc, une première étape, on va dire, on rafraîchit, on défraîchit, on élague, Ouais. on éclaircit le terrain, on enlève les fameuses couches de l'oignon
pour après, en fonction des besoins fondamentaux que la personne aurait à exprimer, cette fois-ci en conscience, eh bien on passe à la pratique et on va suivre la personne durant un certain laps de temps, peut-être le temps qu'elle voudra, ou jusqu'à une certaine étape, de façon à un moment donné à lui lâcher la main. Sachant que le but c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'elle, parce que c'est vraiment un accompagnement holistique, c'est pour ça que je l'appelle aussi permaculture, parce que la permaculture c'est aussi, ça touche tous les aspects de ta vie, toujours. Donc c'est aussi quels sont les outils d'autonomie de la personne, au niveau intuitif, si c'est quelqu'un qui va aussi accompagner les gens au niveau énergétique, ça touche plein de trucs, vraiment, c'est très très large. Et donc moi je suis là en disant, au bout d'un moment, est-ce que ce projet est toujours viable pour toi? Oui, ok, on y va. Non, en fait, qu'est-ce que tu veux? Et là, l'accompagnement, il redémarre en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux comme projet? Et je challenge les gens vraiment, parce que je suis là pour faire en sorte que les germes poussent, que les graines que les gens ont plantées poussent et se matérialisent dans la société. Parce que là, on le vit tous, on est dans une époque cruciale où il y a besoin de concret en fait. On a terminé d'être... Maintenant, on allie l'esprit à la matière et ça fusionne. Ça fusionne dans le cœur. Mais du coup, on a besoin de retrouver tout ce qu'on est à l'intérieur, à l'extérieur, d'accepter de le montrer visible. Tu proposes aussi des spirales dynamiques. Alors, ça, c'est totalement autre chose. La spirale dynamique, alors, je ne suis pas encore formé là-dedans, mais c'est quelque chose qui me passionne, dans le sens où c'est c'est une sorte de cartographie d'autant de sociétés humaines que d'individus. Donc l'individu passe par, comme toute société humaine, passe par en gros 8 niveaux d'existence, ou tu peux appeler ça des niveaux de conscience séparés. Chaque niveau d'existence a des valeurs, une vision du monde précise, connecte des énergies de manière précise, etc. etc. Et en fait, au cours de ta vie, tu passes par chacune de ces phases-là. Donc au niveau émotionnel, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas du tout encore formé là-dedans. Et je préfère renvoyer les gens qui nous écoutent vers leur propre source d'information qui est Google, de manière générale, et qui se renseignent. Mais en gros, au niveau émotionnel, tu peux être par exemple dans un code rouge, où le code rouge signifie que tu es en priorité à toi, à ton individualité, où tu vas mener à bien tes besoins quitte à dominer l'autre. Et il n'y a pas de moralité dans ce système-là. Et au niveau, je sais pas, au niveau de ton travail, tu vas être en bleu, par exemple, où c'est dogmatique, c'est le niveau du dogme, si tu veux, des religions, des grandes religions. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de mal. Et il ne faut pas que je déroge à la règle. Et c'est des niveaux de conscience qui nous composent. Et ce psychologue, dans les années 60 ou 70, a codifié ça sous forme de couleurs, etc. Et donc moi, j'utilise la clairvoyance associée à cette grille de lecture qui me passionne, pour pour que la personne se connaisse à travers ce prisme-là, en fait. Alors, où tu vois la différence entre la clairvoyance aux séances individuelles que tu proposes, avec la permaculture qui prend en compte l'écosystème humain, intérieur-extérieur, avec la spirale dynamique. C'est-à-dire que si moi je viens de voir quel va être, on va dire, l'outil le plus approprié, parce que autant pour une séance individuelle, je peux comprendre que c'est en un coup, là, une fois, une séance, bon. Je comprends, ou je peux en comprendre que la permaculture, c'est plus un suivi de coaching. Donc on défraîchit, on rafraîchit, on met tout à plat et on reconstruit. Tu accompagnes jusqu'à ce que les bases, les fondations de la maison de demain, intérieur, extérieur, soient, on va dire, solides pour la personne. Et avec la spirale dynamique, j'ai le sentiment que ça aurait tendance un peu à être comme la permaculture. Sauf que la grille de lecture est différente. Non, parce que en ce qui concerne la spirale dynamique, qui est un accompagnement sur 10 jours de mémoire, et pas sur 2 mois et demi, 3 mois, on est vraiment sur de la connaissance de soi à travers l'expérimentation, en fait. Mais pas c'est l'expérimentation des énergies qui nous composent, et pas sur le fait de créer un projet concret. Voilà la différence entre le coaching permaculture et le coaching spirale dynamique. Parce que la permaculture, on est vraiment dans la concrétisation concrète, matérielle, et dans la spirale dynamique, on est plus sur connaissance de soi, mais pas au niveau mental, mais au niveau... Comment tu fais pour amener la personne
à faire l'expérience? En passant par la clairvoyance. C'est-à-dire, et je lui fais aussi tester des choses, parce qu'elle m'amène un projet aussi de manière générale. J'ai souvent ce type de profil. Exemple? Des gens qui veulent... Le dernier en date, c'est... j'ai beaucoup d'entrepreneurs de manière générale en ce moment. Donc des gens qui veulent initier des choses, soit qui veulent redéfinir l'identité de leur entreprise, par exemple. Ça m'est arrivé, le premier coaching Spiral Dynamique, c'était ça. Donc des gens qui veulent... il savait qu'il voulait être coach, mais il avait des choses à régler. Mais il ne savait pas quelle était la voie, quelle était son identité entrepreneuriale quelque part. Et donc ce coaching-là, ça a servi à aller nettoyer la structure. Là, je me souviens, c'était un peu, il y avait beaucoup lié à la famille, ou à la structure familiale, collective, et à lui se replacer dans ce contexte-là. Et à dire, moi, je veux ça. Et la dernière séance, après, il était très impressionnant parce que il était d'une famille d'entrepreneurs, d'industriels précisément, donc il avait des ressources de folie là-dedans, et donc la dernière séance, il m'a fait le feu d'artifice. Il m'a dit, ah oui, ok, je vais faire ça, et tout était tablé, il n'avait plus de cas. Donc j'ai beaucoup ce profil en ce moment, de manière générale. D'accord. Comment, on va dire quel type appelles-tu à toi de clients, entre guillemets? Ce que j'ai par là, c'est que, bon, à 32 ans, tu es jeune, et même si derrière cette interview, on peut voir le bagage, l'expérientiel et la manière dont tu t'es ouvert, et on va dire, malgré ton jeune âge, en tout cas une certaine forme d'appui, de quelque chose qui est consolidé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté que tu puisses faire cette émission, parce que j'ai senti cette assise. Et notamment là où je l'ai senti, c'est pas à travers ton site internet, mais c'est à travers une des vidéos, puisque tu as ta chaîne YouTube, dont les internautes, vous pouvez aller sur la page d'Immédiat consacrée à cette émission pour Samuel, et vous avez tous les liens, site internet, page Facebook, chaîne YouTube, et vous avez différentes vidéos où Samuel, tu fais là aussi l'équivalent que je fais avec la rencontre de l'inconscient, où tu fais des lectures énergétiques des personnes par rapport à leurs questions, etc. Et c'est en lien avec les réponses que tu donnais à ces questions que j'ai, on va dire, senti cette assise dont tu parlais. Mais malgré ça, on pourrait penser que les gens s'en tiennent encore à la forme. Je ne sais pas pour combien de temps encore dans ce monde, mais ils disent, le petit jeune là, oui, bon, il est gentil, il a l'air mignon, mais bon, est-ce que je peux lui faire confiance? Imagine, donc pour l'exemple que tu nous donnais de cet entrepreneur, j'ai des sous à investir, etc. Voilà. Donc, la plupart des gens que tu amènes à toi d'un point de vue vibratoire, est-ce qu'on a plus des hommes, des femmes, une tranche d'âge, des jeunes, des moins jeunes, des personnes peut-être un peu plus âgées, ou alors c'est... Alors, de manière générale, j'ai plus de femmes que d'hommes. C'est plus 60-40, on va dire. Bon, ça va encore. À peu près. Je suis très content parce que là-bas, j'avais que des femmes. Donc, je comprends aussi. J'étais content d'accompagner des hommes et de voir des hommes apparaître pour jouer ensemble, tu vois. C'était cool. Et à tranche d'âge, ça va... allez. Minimum du minimum 25 jusqu'à... j'ai eu 79 peut-être. Et avec une grosse tranche dans la quarantaine, 35, 45, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une ouverture, une maturité des consciences aujourd'hui qui est prête à... Parce que tu parlais on vit une époque charnière, là. Est-ce que tu penses qu'on est prêt à, on va dire, basculer, à commencer à mettre en œuvre? Parce que finalement, tout au long de l'émission, que ça soit à travers ce que tu as découvert de toi-même, comme... petit dernier... ce que tu as découvert de toi-même comme de ce que tu as pu mettre en œuvre au Japon, il s'agit bien de mettre les mains dans le concret et dans la réalisation. Et je trouve intéressant avec la spirale dynamique qu'on en vient à mettre, à suivre quelqu'un pour un projet, pour vraiment le mettre en œuvre et le suivre dans ce sens-là. Donc ce que je retiens quelque part de tout ton témoignage, c'est la mise en action et la mise en œuvre. Est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose qui est en lien avec le collectif aujourd'hui? Si tu pouvais peut-être décrire
Après, là, on est sorti du déconfinement qui s'est fait il y a peut-être un mois maintenant. Qu'est-ce qui nous serait demandé d'après toi? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Au niveau collectif, Ouais. on est en train de vivre la naissance. Tu l'as toi-même dit tout à l'heure dans la voiture et je trouvais ça super pertinent. Il y a des premières contractions sont arrivées là. On est, en tout cas au niveau de la France, pour parler que de ce pays, parce qu'après les restes du monde, chacun se démerde avec son passif. Mais au niveau de la France, on vit les premières contractions et on est réellement à être amené à engendrer ce qu'on veut voir, à engendrer soi-même, à prendre ses responsabilités. Enfin, on en revient à des tartes à la crème, j'ai envie de dire, c'est responsabilité, maturité, transparence et authenticité. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça et en même temps, faut y aller dans la vie quotidienne pour acquérir ce niveau-là en fait. Ouais, cette simplicité, ouais. Donc là, au niveau collectif, c'est vraiment, je parle de la France, si je me branche dessus vite fait, on est sur de la collaboration. C'est terminé le règne des gourous, des gens très comme des rockstars de la spiritualité ou d'autres. On est là pour collaborer, on est là pour mettre tous nos savoirs en commun, d'aller les savoirs et de faire un test dans la matière de qu'est-ce que ça peut donner. Et de jouer les petits chimistes en fait, mais en mode conscient quelque part. Cool. Tu vois, c'est jouons petit chimiste, faisons en sorte de kiffer en fait qui on est. Oui, ça va être difficile. Oui, on va passer par des phases peut-être qui vont pas être faciles. Ou pas, on verra. Mais en tout cas, il va falloir... alors oui, ça équivaut à se serrer les coudes, mais en même temps, c'est autant penser à moi qu'à l'autre. Et ne pas ni aller totalement chez l'autre, ni être totalement enfermé chez soi. Donc accepter d'avoir une zone d'individualité qui est individuelle, et en même temps de créer des ponts avec les autres, et que de ces ponts-là naissent quelque chose pour le collectif, parce qu'on est amené à transcender l'identité, à transcender l'individualité. Et comment ça se fait? C'est pas en méditant, en disant dans sa montagne. C'est en l'abnégation quelque part. C'est pas du sacrifice, c'est du don de soi. Et comment est-ce qu'on fait le don de soi dans notre société en France? C'est on crée un projet tous ensemble et on n'est plus là pour pavaner notre ego ou juste faire que pour soi, mais bien pour faire vivre quelque chose qui nous dépasse. Parce que quelque part, on est juste une cellule du corps être humain, quoi. On est une petite cellule du foie, un groupe de cellules nommé foie, et on bosse pour l'être humain, quelque part. Voilà mon ressenti, vraiment la collaboration. Samuel, un grand merci pour être venu dans le cadre de cette émission en toute transparence nous dire qui tu es. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus, donc je rappelle le site internet www.samuelhannibal.com. Vous avez tous les éléments pour joindre Samuel, en savoir plus sur lui, sur l'article consacré à lui sur Immedia. Donc sous le descriptif de la vidéo YouTube, vous avez le lien qui vous amène à la page d'Immedia. Vous avez donc l'email, le numéro de téléphone, la page YouTube, la page Facebook, le site internet. N'hésitez pas là aussi à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, à écrire un commentaire, sachant que dès le moment où vous mettez un pouce vers le haut ou vers le bas, ça va définir la manière dont cette vidéo va être référencée sur internet, et plus il y aura de pouces et plus elle va circuler. Donc n'hésitez pas là aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas là aussi à la partager. Donnez du bien autour de vous, et c'est de la bonne vibration, c'est de la bonne nourriture, donc autant se faire plaisir et faire en sorte que ça circule. Et notamment pour ceux et celles d'entre vous qui estimaient que les programmes d'Immedia vous apportent, eh bien de donner 1 euro, 2 euros en fonction de vos bourses, ça sera bien reçu de votre part. Encore un grand merci. Samuel, je te souhaite bon vent, plein de bonnes choses pour toi pour la suite, et puis on se reverra certainement dans le cadre des rencontres de l'inconscient, si tu es ok. Pourquoi pas. Très grand plaisir, j'ai adoré ce partage avec toi qui était vraiment... c'était une rencontre pour moi au-delà de l'interview. C'est une rencontre d'être humain à être humain, et voilà, c'était juste que du bonheur. Merci à toi Samuel. Merci à toi. Merci à vous tous, prenez soin de vous, au mois prochain, à bientôt.